Bonjour à tous. Je suis aujourd'hui accompagné d'Andrei Martianov, un expert en stratégie militaire et navale russe, et également un ancien officier de l'Union soviétique qui a ensuite travaillé aux États-Unis en tant que directeur de l'aérospatiale commerciale. C'est formidable. C'est la première fois que nous parlons, mais je vous ai vu des dizaines de fois. Je voulais commencer par une grande question, à savoir, où en sommes-nous dans la guerre en Ukraine actuellement? Je veux dire, même en Europe, nous semblons avoir abandonné le récit « nous gagnons ». Mais comment interprétez-vous ce qui se passe sur le champ de bataille en ce moment? Comme ce qui se passe depuis 3 ans, c'est essentiellement l'anéantissement physique de ce qui est aujourd'hui une armée entièrement de l'OTAN. L'armée ukrainienne, ou ce qu'il en reste, est complètement armée et approvisionnée par l'OTAN, et les Russes font ce qu'ils ont fait ces 3 dernières années, les tuer. Je suis désolé d'être très direct, mais c'est la réalité. Et en gros, c'est ce qui se passe. Nous sommes dans la phase d'arrangement du conflit, qui, bien sûr, a été perdue militairement par l'Occident combiné. Elle a déjà été perdue en 2023. Il s'agit simplement de savoir comment l'Occident essaierait d'éviter l'humiliation et les conséquences que nous observons aujourd'hui. Mais c'est comme ça. Et d'ici à ce qu'un arrangement soit trouvé entre les États-Unis et la Russie, car ce sont les deux parties en guerre dans ce cas, il n'y aura plus de forces armées ukrainiennes. Je suis désolé d'être direct, mais c'est la réalité. Les restes de la main-d'œuvre ukrainienne seront également anéantis. En fin de compte, pour les Russes, c'est soit nous, soit eux. Aussi simple que cela. Et oui, même en Occident, ils comprennent maintenant qu'ils doivent abandonner ce récit idiot selon lequel l'Ukraine est en train de gagner. Donc oui, c'est la phase dans laquelle nous nous trouvons. Et si vous regardez l'intensité, juste pour que certaines personnes comprennent l'ampleur de cela. Et je l'ai répété ad nauseam. Dans l'oblast de Kursk seulement, cette petite zone qui faisait environ 412 km², à peu près la taille de la ville de New York avec ses arrondissements, les planificateurs ukrainiens et de l'OTAN qui la commandent et la contrôlent ont tué 72 000 soldats ukrainiens là-bas. Ils ont détruit leur armée interarmes. Et ce n'est qu'une petite zone de Kursk. Quand on regarde ce qui a été fait à l'Ukraine par leurs principaux conservateurs occidentaux, non pas qu'il n'y ait pas eu de soutien local pour cela, la nation est essentiellement en train d'être détruite. Et le pays de l'Ukraine, quoi qu'il en reste, à la fin de toute cette affaire, nous devrons attendre et voir. Eh bien, on dit que dans les dernières étapes, du moins historiquement dans les dernières étapes de la guerre, c'est vraiment là que l'on voit les pertes augmenter de manière assez spectaculaire. Et je me demande si nous atteignons un point de rupture, parce que la violence, du moins les pertes, semble s'être intensifiée de manière dramatique. En regardant les vidéos provenant de Chassiv Yar, Kursk, c'est assez horrible de voir le nombre de morts et d'équipements calcinés. Voyez-vous un point de rupture ou comment ça peut continuer? C'est parce que c'est pas seulement sur le champ de bataille, mais on voit maintenant une dissidence croissante en Ukraine. Même Yulia Tymoshenko, elle était l'une des héroïnes de l'Occident lorsqu'elle s'est opposée à Yanukovych en 2010. Mais même, elle est maintenant très critique lorsqu'elle entend, par exemple, le chef des services de renseignement allemand affirmer que nous devons continuer la guerre pendant encore 5 ans pour envoyer plus d'Ukrainiens afin que nous puissions nous armer. Je veux dire, mon point est que tant sur le plan militaire qu'au niveau sociétal, il semble que quelque chose change, n'est-ce pas?
Eh bien, je veux dire, ne comptez pas sur un changement politique en Ukraine. Malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas seulement dans ce qui était l'Ukraine, qui ont peur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a un appareil de sécurité sévère là-bas. Ils vous tuent si vous soulevez la moindre objection à ce qui est essentiellement une politique perturbatrice par le régime de Kiev. Mais il faut garder à l'esprit que le régime de Kiev est maintenant dirigé depuis Londres. Je veux dire, il y a certaines parties qui sont essentiellement contrôlées par les États-Unis, mais les États-Unis cherchent désespérément une sortie parce que cette humiliation militaire, une fois qu'elle est complètement arrangée, en termes de faits, vous savez, post-factum, si vous le souhaitez, fera paraître le Vietnam et l'Afghanistan comme de la petite bière. Alors ils essayent de le faire. Mais Londres, oui, ces gens-là, ils sont pas très brillants et ils continueront à tuer plus d'Ukrainiens. Les Russes s'y prêteront, bien sûr, vous savez, mais je dirais qu'en termes de pic, le pic au début de l'année était très élevé. Donc maintenant, c'est un peu plus bas, autour de 1500 par jour. Mais la réalité est que nous regardons déjà plus de 1,2, probablement 1,4 million de tués au combat, rien que du côté ukrainien. Nous envisageons probablement environ 2 millions de blessés. Il y a tellement de personnes qui sont délibérément maintenues dans la catégorie des disparus au combat pour éviter de payer des compensations à leurs familles. Et l'Ukraine a commencé cette affaire en 2022 avec une population légèrement inférieure à 40 millions de personnes. En ce moment, cette population, selon les estimations des pro-Vladimir Poutine, Dmitri Medvedev et des personnes bien plus informées que moi à ce sujet, est d'environ 19 millions. Ils ont donc perdu à peu près la moitié de la population. Le pays, en particulier, ce qui était autrefois l'Ukraine, ne peut plus exister. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, ils ont eu leur session de la Rada. Vous savez, c'est aussi illégitime, parce que le mandat a expiré l'année dernière, en même temps que le mandat de Zelensky en tant que président légitime. Pendant la session, toutes les 20 minutes, il lance l'hymne national de l'Ukraine. Nous sommes face à un problème psychiatrique à l'échelle de toute la nation, ou de ce qu'il en reste. Et nous devons faire face à cela. Et c'est la réalité. Attendre une sorte de moralité de l'Occident, combinée surtout de Londres ou de Berlin, gratter n'importe quel Allemand, et vous trouverez quelqu'un avec un passé nazi ou de la Wehrmacht, ne va pas arriver. Donc les Russes devront tous les tuer. Je comprends que cela semble brutal, cela semble absolument insensible, mais c'est comme ça. Ces gars-là, je veux dire, vous devez comprendre que ces gens sont dans l'OTAN, y compris les États-Unis. Ces vieux avocats, vous savez, les politologues et autres, pensaient qu'ils savaient ce qu'est la guerre. Ils ne le savent pas. Ils ne l'ont jamais su. En conséquence, nous faisons face à ce que nous avons aujourd'hui, l'événement du demi-millénaire, historiquement parlant. Et ils n'ont pas compris qu'ils jetaient l'Occident, pas seulement l'Ukraine, dans leur broyeur de viande. Et ils ont réussi. Et quoi que nous ayons, ce sont tous les maillons de la même chaîne, y compris la victoire improbable de Trump, vous savez, à un moment donné. Donc ce sont tous les types de choses spécifiquement liées, comme c'était le cas pour le résultat politique de la Seconde Guerre mondiale en 1945, au champ de bataille du front de l'Est, si vous le souhaitez. Donc c'est l'armée rouge qui a essentiellement façonné le résultat à l'échelle mondiale, bien que les historiens occidentaux aiment l'ignorer. Et maintenant, nous avons cette situation. Et en conséquence, comme je l'ai déjà dit, les Russes tueront autant qu'ils en enverront. Et l'impuissance militaire, l'impuissance militaro-industrielle de l'OTAN a été complètement exposée. Et que puis-je dire? Je ne peux pas contester cela. C'est ma thèse dont je parle depuis plus de 10 ans.
Oui, on dit que chaque génération doit apprendre à craindre la guerre elle-même. Et je suppose que c'est un problème clé avec la disparition de la génération de la Seconde Guerre mondiale. Cette génération qui a vraiment appris à craindre la guerre et à l'éviter est véritablement partie. Et nous avons été remplacés par une nouvelle génération qui n'a pas vraiment autant de respect pour l'horreur que cela implique. Vous avez mentionné que les Américains cherchent leur échappatoire. J'ai trouvé cela intéressant parce qu'il y a plus de 2 ans, c'est-à-dire en janvier 23, l'ancien chef de l'ensemble de l'armée allemande, la Bundeswehr, Harald Kujat, le général, avait en fait averti que la guerre qu'il soutenait avoir été provoquée par l'OTAN et la paix sabotée par les Américains et les Britanniques avait déjà été perdue. Et il a averti que si la guerre était gagnée par la Russie, les Américains finiraient par se retirer. Et alors les Allemands se retrouveraient seuls face à une Russie très en colère. Il semble que cette prédiction, je suppose, très précise, soit en train de se réaliser. Mais je voulais vous demander à quel point cela affecte le champ de bataille que les Américains cherchent cette issue. Parce que oui, ils envoyaient encore des armes et fournissaient des renseignements. Mais, comme nous l'avons appris dans cet article récent du New York Times, ce n'était pas simplement une guerre par procuration. L'ampleur à laquelle les États-Unis ont dirigé toute la guerre depuis le début, depuis l'Allemagne, c'était en grande partie une guerre des États-Unis ou de l'OTAN, avec des soldats européens et ukrainiens. Alors, dans quelle mesure cela devrait-il être impacté maintenant que les Américains, je suppose, cherchent à se désengager de ce, désastre imminent? Les États-Unis n'ont plus les ressources pour le soutenir de manière significative. La seule ressource qui compte, les Russes adoreraient que, par exemple, entre arrêter les fournitures militaires que les États-Unis peuvent fournir maintenant et éteindre l'ISR, renseignement, surveillance et reconnaissance, les Russes choisiraient volontiers que l'ISR soit éteint. Le reste, ils s'en occuperont, pas facilement, mais ils s'en occuperont, vous savez, en détruisant de plus en plus d'équipements, tout ce qui leur est lancé. Si vous regardez les pertes globales, c'est le plus grand conflit depuis la Seconde Guerre mondiale sur le sol européen. Et c'est, comme le général Kujat, l'un des rares membres de la Bundeswehr, parce qu'il est d'une ancienne génération, il a appris les choses correctement. Il comprenait certainement les réalités, par exemple, du groupe de troupes russes, ou plutôt soviétiques, en RDA, en Allemagne de l'Est, et ce qu'ils pouvaient faire dans les premiers mois de la guerre. C'était donc un avis professionnel. Le problème est que vous ne pouvez pas fournir cet avis professionnel à des types comme ceux que nous avons avec l'administration Biden, les escrocs politiques et idéologues, totalement inadéquats, non éduqués, très incultes, tels que Sullivan ou Blinken. Ces personnes ne comprendraient pas la première chose à propos de la véritable sécurité nationale, malgré le fait que Sullivan soit le conseiller à la sécurité nationale, ou à propos de la guerre, surtout de la guerre au XXIe siècle, qui est hautement technologique, et par conséquent, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Par le simple fait que les États-Unis ont provoqué cela, ce qui est absolument correct, les États-Unis l'ont planifié, et ils étaient en plein commandement et contrôle dès le départ. Les Russes le savaient. C'était pour que le public occidental commence vraiment à reconnaître que c'était essentiellement une guerre américaine. Mais cela a exposé le niveau amateur de la planification opérationnelle, très stéréotypé, rigide et très peu instruit dans leur façon de voir leurs hostilités. De plus, bien sûr, ils se cachaient derrière les troupes principalement ukrainiennes. Mais c'est le meilleur proxy que l'Occident combiné ait jamais eu. Historiquement, il n'y a jamais eu de meilleur, car essentiellement, au 24 février 2022, c'était l'armée de l'OTAN. Monsieur Syrski, par exemple,
était chargé de faire passer les forces armées ukrainiennes aux normes de l'OTAN à partir de 2014. Il est essentiellement celui qui façonnait cela pour en faire l'armée de l'OTAN. Cette armée de l'OTAN a été vaincue. Je crois que c'est la 5e itération que nous affrontons aujourd'hui, mais certains disent que c'est la 4e. Ainsi, les Russes l'ont vaincue au moins 4 fois, anéantissant la force, qui à chaque fois doit être, comme Larry Johnson le dit correctement, vous savez, dans le film Multiplicity, chaque version suivante est plus faible et plus stupide que la précédente. Donc, quand les gens comprennent les implications militaires et le côté militaire de la guerre, c'est stupéfiant. Et c'est pourquoi, à un moment donné, j'ai abandonné mon unité corporative, pour ainsi dire. Je dis que les généraux américains sont tout simplement incompétents. Le Pentagone est incompétent, sans parler des Européens. Ils sont justes, ce sont des plaisanteries. Leurs armées, leurs forces armées, sont des plaisanteries. Et j'en ai largement parlé. J'ai écrit le livre, mon dernier livre, qui est la dernière guerre de l'Amérique. Et quand vous regardez leurs résultats militaires, et que vous commencez à examiner les chiffres, à regarder les modèles et les dynamiques, c'est stupéfiant. Je veux dire, regardez n'importe quel général américain qui a déjà exprimé des opinions à ce sujet, en commençant par le commandant suprême par intérim des forces européennes de l'OTAN, M. Cavoli, et en allant vers des personnes comme Petraeus ou Kim ou d'autres. Ces gens n'ont aucune idée de ce à quoi ils ont affaire. C'est étonnant, c'est carrément effrayant quand vous regardez ces personnes qui ne seraient pas autorisées à commander un bataillon dans les forces armées russes. C'est à quel point ils sont compétents. Eh bien, vous avez mentionné le changement technologique, l'incapacité à s'adapter. Et je suppose qu'il est assez indéniable que la capacité de la Russie à s'adapter au champ de bataille a été très intéressante. Mais l'un des changements clés a été le rôle des drones FPV. On dit que l'artillerie restera le roi du champ de bataille depuis son invention, mais il semble qu'elle ait été remplacée par les drones FPV, qui sont responsables de la majorité des pertes. Ils sont très bon marché à produire et n'ont pas toujours besoin de la même infrastructure ou formation. Comment voyez-vous ce changement technologique impacter le cours de la guerre? Est-ce en faveur de la Russie ou de l'OTAN? Oh non. La Russie, encore une fois, clarifions les choses. Dès le départ, vous pouvez me citer là-dessus. L'OTAN et les États-Unis, ils ont perdu la course aux armements dans tous les secteurs critiques de la guerre au XXIe siècle. Et en termes d'opinion, comme vous le savez, l'artillerie était, reste et restera la principale puissance de feu qui fournit 80% des pertes. Les drones FPV sont vraiment bons, bien sûr, pour combattre les blindés qui sont non protégés et chasser des cibles, vous savez, même comme les Russes l'ont démontré, dans un environnement de guerre électronique assez sévère. C'est alors que les câbles optiques sont entrés en usage. Il est très difficile de les brouiller. Mais le point est, comme avec toute dichotomie, vous savez l'épée et le bouclier, la même chose va se produit déjà avec les drones FPV. Devinez quoi? Les Russes ont déjà sérieusement produit des drones anti-drones, vous savez? Alors, vous avez ce combat là-bas. Évidemment, ils ont un impact sur le champ de bataille. Mais l'utilisation classique des tirs à longue portée reste inchangée et restera inchangée avec les drones FPV. La guerre des drones évoluant organiquement comme elle était censée le faire. N'oubliez pas que l'armée soviétique utilisait des drones à des fins de renseignement. Ils étaient évidemment des mini-missiles, pas vraiment mini. Ils étaient assez grands si vous regardez attentivement la classe de course des drones. Ils étaient propulsés par des jets. Ils étaient essentiellement de petits jets et ils volaient à très grande vitesse. Et bien sûr, ils n'étaient pas aussi contrôlables que vous l'attendriez aujourd'hui. Mais ils existent depuis longtemps. Ils ont juste évolué de manière étroite. Et parce que vous pouvez les imprimer en 3D,
c'est l'un des éléments que les États-Unis et l'Europe fournissent aux Ukrainiens, les imprimantes 3D. Oui, vous pouvez les saturer à un moment donné. Mais comme je l'ai déjà dit, même là, si vous examinez intensivement les lignes de communication, les lignes d'approvisionnement, jusqu'à la ligne de contact de combat du côté russe, vous verrez par vous-même, tout est couvert de filets. Vous avez littéralement les routes que vous empruntez, et elles sont toutes couvertes de filets anti-drones, ce qui réduit considérablement l'efficacité au combat de ceux-ci. C'est donc juste une évolution normale, mais l'impact principal du feu, les tirs à longue portée, reste inchangé et restera critique. De loin, la chose la plus intéressante n'était pas cela. C'était l'utilisation d'armes hypersoniques qui a tout changé. Et non, Areshnik était là. Les Russes utilisaient en fait le Kinzhal, qui est une arme hypersonique, un missile balistique lancé depuis les airs, et bien sûr le 3M-22 Zircon, qui est un missile anti-navire et d'attaque terrestre à Mach 10. Il a été lancé depuis la Crimée par les complexes Bastion. Donc oui, c'était avant Areshnik. Et beaucoup de gens aimeraient en parler. Évidemment, la propagande américaine et la propagande occidentale essayent délibérément de faire taire tout ce qui est de cette nature. Ils utilisaient principalement la propagande ukrainienne. Le Pentagone a avalé lignes, hameçons et plombs tous ces contes de fées de Kiev. Vous vous souvenez du fantôme de Kiev? Celui-là était tellement ridicule qu'à un moment donné, même la BBC a dû intervenir pour le démystifier. Mais si vous regardez attentivement la majeure partie de l'opération militaire spéciale, les médias occidentaux et les experts occidentaux utilisaient la propagande ukrainienne et la propagande de l'USAID, qui était financée bien sûr, comme nous le savons maintenant, lorsque Trump a commencé à démanteler cet établissement, pour ainsi dire. La réalité est que les armes hypersoniques ont eu un impact incroyable. Et puis bien sûr, Areshnik a montré que l'Europe ferait mieux d'être raisonnable, vous savez. Et cela pourrait être fait sans l'utilisation d'armes nucléaires. Nous pouvons dire maintenant que dans son efficacité au combat et sa puissance, l'impact de l'utilisation de ces armes hypersoniques approche celui des armes nucléaires. C'était la véritable révolution, en dehors d'autres choses qui sont longues à discuter. Mais oui, l'Occident a été exposé. Outre le changement de technologie, comment voyez-vous les tactiques ou même les stratégies de la Russie sur le champ de bataille? Parce qu'au départ, cela a commencé comme une guerre d'usure, avec des lignes fortement défendues par les Ukrainiens. Donc les tranchées, les systèmes d'armes, tout était en place. De plus, les Ukrainiens avaient des soldats bien meilleurs. Je pense qu'ils ont envoyé beaucoup de leurs meilleurs combattants dans le chaudron de Koursk. Mais comment les tactiques réelles sur le champ de bataille ont-elles changé? Parce que maintenant, nous commençons à voir plus d'indications d'une guerre de manœuvre, ou encore cette grande offensive en flèche. Nous voyons donc plus de chaudrons se former, des mouvements plus larges. Beaucoup de villes sont prises, ou des villages, des bourgs, sans le même type de dommages structurels aux bâtiments. Donc, encore une fois, avec toutes ces troupes encerclées ou en fuite, comment interprétez-vous cela? Les Russes deviennent-ils plus confiants en termes de grandes offensives, de mouvements plus importants, en s'enfonçant plus profondément dans le territoire ukrainien? Non, il ne s'agit pas d'être plus confiant. Les Russes ont toujours été confiants à ce sujet. Et c'est une nouvelle pour certaines personnes quand vous leur dites que depuis 2022, même lorsque les Russes se retiraient de Kharkov, il n'était pas nécessaire de s'accrocher à des champs vides pour des raisons de relations publiques. Ils n'ont jamais perdu leur initiative opérationnelle. L'initiative opérationnelle est la capacité des troupes à frapper dans n'importe quelle direction opérationnelle donnée. Les Russes ne l'ont jamais perdue. Le problème vient bien sûr du public occidental,
qui a grandi avec toutes ces représentations hollywoodiennes sur le fait de simplement traverser le terrain et tout ça. Non. La base de cela est la Seconde Guerre mondiale classique, la Grande Guerre patriotique. Et c'est bien sûr dans les œuvres de probablement l'un des stratèges les plus importants de notre époque, Alexandre Zvechin, qui a absolument rejeté, par exemple, les idées d'Izerson et de Tukhachevsky sur le coup écrasant et des choses de cette nature. Il a dit non, il faut d'abord épuiser, et il faut s'adapter au point que, eh bien, ensuite, vous entrez, et ils sont écrasés. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Beaucoup de gens ne comprennent pas que la véritable opération militaire spéciale n'a pas commencé le 24 février 2022. Elle a commencé le 3 avril 2022, presque un mois et demi plus tard. Et la raison en était que lorsque les négociations d'Istanbul ont été sabotées par les États-Unis, par le biais de ce clone, Boris Johnson, qui est essentiellement venu et a dit « Non, 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 nous allons vous soutenir. Nous allons, vous savez, fournir tout, y compris le commandement et le contrôle. » Donc les négociations ont échoué. C'est à ce moment-là que les Russes ont réalisé qu'on ne peut pas négocier avec ces gens-là. Alors, d'accord, la guerre commence. Et encore une fois, je le répète souvent, je le répéterai encore, il y a une énorme différence entre les opérations, l'opération militaire spéciale et la guerre. Les Russes ne mènent pas la guerre, ils mènent une opération militaire spéciale. Si les Russes avaient mené une guerre, Dieu nous en préserve. D'abord, leurs pertes civiles auraient été beaucoup plus élevées, probablement d'un ordre de grandeur supérieur, et la tête politique du régime de Kiev aurait disparu très rapidement. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Les Russes y vont de manière chirurgicale, et ils combattent en mode économie de force pour réduire leurs pertes. Les Russes ont évidemment des pertes. Ils meurent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais le véritable ratio de pertes est stupéfiant. Il est d'environ 1 pour 10, 1 pour 12. Donc pour chaque soldat russe tué, l'Ukraine en perd 10 ou 12. Dans certains secteurs, parfois c'est même plus élevé. Il y avait donc des bataillons entiers de Russes combattant, par exemple, dans les zones autour de l'oblast de Donetsk, où ils avaient environ 300. 300 signifie les blessés. Ainsi, un bataillon a quelques blessés, et pas un seul mort au combat, tandis que les troupes ukrainiennes sont absolument démolies. Et oui, ils vont bientôt manquer de personnel. En fait, ils en manquent déjà. Vous avez des jeunes de 18 ans, voire de 14 ans qui ont été capturés, et des formations de femmes, comme des compagnies composées de femmes. Voilà, ça vous dit à peu près tout ce que vous devez savoir. L'hypothèse initiale était donc que la guerre se terminerait sur le champ de bataille, simplement parce qu'il n'y avait pas de diplomatie et que personne ne voulait parler. La Russie a déclaré qu'elle considérait cela comme une menace existentielle. Les Ukrainiens ont également interdit de négocier réellement avec la Russie. Les pays de l'OTAN ont également boycotté la diplomatie. Cela semblait donc devoir se terminer sur le champ de bataille de manière assez horrible et brutale. Puis, bien sûr, Trump est arrivé, disant qu'il était prêt à négocier. J'étais initialement assez pessimiste, mais encore une fois, il a reconnu les hypothèses de base et les accusations de la Russie selon lesquelles l'expansion de l'OTAN était la source de ce conflit, et il était prêt à aborder ce sujet. Cela a donc donné quelques raisons d'optimisme quant à notre capacité à discuter maintenant de l'architecture de sécurité européenne. Une partie de mon optimisme s'est un peu estompée depuis, étant donné que nous n'avançons pas vraiment. Mais comment interprétez-vous l'état des négociations? Je sais qu'il se passe probablement beaucoup de choses en coulisses que nous ne pouvons pas voir, mais avez-vous une idée de la direction?
Oh non, la direction est très simple. Et c'est comme si Vladimir Poutine, Medvedev et Lavrov la répétaient ad nauseam. Soit vous supprimez ces préconditions qui ont tout créé, soit cela continuera, vous savez, et c'est ce qui se passe. Trump ne peut pas perdre cette guerre maintenant. Essentiellement, et encore une fois, cela dépend des conditions et du calendrier. C'est pas encore vraiment sa guerre. Mais s'il traîne les pieds, cela deviendra sa guerre. Et il comprend qu'il ne peut pas soumettre les États-Unis à cette humiliation géopolitique totale. Donc, quoi que les États-Unis et la Russie discutent actuellement, la seule valeur, pour ainsi dire, la seule chose tangible que la Russie puisse offrir aux États-Unis en ce moment, le reste n'est vraiment pas négociable, c'est soit de fournir quelques concessions, pour ainsi dire, jeter quelques concessions à Trump comme ça, vous savez, souvenez-vous, cessez le feu, vous savez, sur les infrastructures énergétiques, qui bien sûr a été immédiatement rompu. Le 17, il expire, et le reste de la structure énergétique de l'Ukraine sera démoli. Mais au moins, il y a quelques concessions, pour ainsi dire, pour lui montrer que oui, nous comprenons votre position. Nous vous donnons un peu ça. Donc c'est comme plus loin. Vous pouvez l'alimenter dans ces médias américains imbéciles, surtout tous ceux de l'establishment, principalement contrôlés par le DNC. Mais le point est que la seule chose tangible que la Russie peut lui offrir maintenant est de sauver la face pour les États-Unis. Et ce sera aux dépens de l'Europe. Il doit donc jouer cette triangulation. Il joue bien sûr contre les forces globalistes enracinées qui se trouvent principalement à Bruxelles et à Londres, etc. Situationnellement, à cet égard, oui, on peut dire que les Américains et les Russes sont censés être en quelque sorte, vous savez, alliés, si vous le souhaitez, ou partenaires au moins. Parce qu'en Amérique, le prestige est en jeu, malgré le fait qu'elle a déjà perdu la guerre. Mais les Russes peuvent rendre ce service et dire que, oh oui, ce n'est pas Trump qui a perdu la guerre, c'était l'administration précédente. Et s'il ne le comprend pas et ne va pas dans cette direction, cela va être, c'est toujours décidé sur le champ de bataille. Vous savez, souvenez-vous de Zhou Enlai en 1954, le premier ministre de Chine, qui a déclaré, en reformulant une célèbre phrase de Clausewitz, que la guerre est toujours la continuation de la politique par d'autres moyens. Il l'a reformulé en disant que la diplomatie est une continuation de la guerre par d'autres moyens. Et donc, ce que nous avons ici n'est que de la poudre aux yeux. Mais la réalité est qu'elle est toujours dictée par le champ de bataille. Toujours. Elle est toujours dictée par le champ de bataille. Elle est toujours dictée par l'économie réelle et sa taille, l'économie productive industrielle, qui définit tout. Et nous avons le résultat entre nos mains aujourd'hui. Comment voyez-vous les calculs, cependant, de Moscou? Pensez-vous que la Russie souhaite un règlement politique ou préfère-t-elle résoudre cela sur le champ de bataille pour s'assurer que toutes ces conditions pour un règlement post-guerre puissent être dictées par Moscou? Parce que je suppose, d'une part, je peux comprendre pourquoi la Russie préférerait obtenir un accord, surtout avec les Américains, sur l'architecture de sécurité européenne. D'autre part, il ne semble pas que les Européens soient prêts à répondre aux exigences russes. Et je suppose, en toute honnêteté, que les exigences en termes de non-OTAN, pas de garantie de sécurité, désarmement de l'Ukraine, changement de régime, c'est un peu ambitieux, surtout pour les politiciens européens qui se sont un peu coincés en disant à tout le monde que nous gagnons depuis 3 ans et que Poutine est le nouvel Hitler. Il est très difficile de répondre à des exigences pour le moment. Alors, comment voyez-vous les calculs du Kremlin? Pensez-vous qu'ils veulent un règlement ou préféreront-ils une solution militaire? La Russie peut aller dans un sens ou dans l'autre. Mais le problème avec l'Occident est qu'il n'est pas capable de s'entendre.
Vous ne pouvez rien signer avec les Européens. Point final. Et ce qui s'est passé de manière dramatique, c'est que dans mes plus de 62 ans, en tant que guerrier de la guerre froide 1.0, un professionnel en plus, je n'ai jamais vu de ma vie et je n'ai jamais ressenti une telle intensité de mépris, voire de haine pure et simple, envers l'Occident, combiné en tant qu'entité politico-militaire chez les Russes. Même pendant la guerre froide, il y avait évidemment beaucoup de choses qui se faisaient par des canaux culturels. Vous aviez cette cinématographie française et des choses de cette nature, et oh mon Dieu. Donc l'Occident, nous faisons peut-être partie de l'Occident. Et non, même avant la guerre, même Novaya Gazeta, qui est un agent étranger, rien de moins. Donc essentiellement, s'ils sont un agent étranger, ils sont financés par l'USAID, la CIA et le MI6. Mais même eux ne peuvent pas, vous savez, cacher cela. En 2021, on a demandé aux Russes s'ils s'identifiaient comme Européens. 64% ont dit radicalement non. Il y avait 20% qui étaient ambigus. Eh bien, devinez quoi maintenant? Les Russes ne veulent rien avoir en commun avec l'Europe. Point. C'est fini. Et je plaide pour cela depuis longtemps. Et maintenant, nous avons ces voix, toutes sortes de voix bien sûr. Mais ils lèvent leur rideau de fer, parce que c'est la seule façon de parler à l'Europe. L'Europe est sans conséquence. Ce n'est pas le sujet des relations internationales. C'est un objet. À cause de cela, eh bien, certaines personnes croient encore que, vous savez, si vous comptez ces chiffres gonflés et en grande partie fictifs du PIB, que l'Europe est d'une manière ou d'une autre. Oh mon Dieu. Eh bien, la réalité est qu'elle n'a pas de ressources pour faire partie de la véritable course aux armements. Elle n'a pas de ressources. Et les Russes, pour la première fois dans l'histoire, commencent à vivre mieux que les Européens. C'est le choc, vous savez, pour beaucoup de gens. Et en tant que tel, l'Europe est absolument incapable de conclure des accords. Les Russes comprennent que la principale force motrice était les États-Unis. Et c'est pourquoi ils parlent aux États-Unis. Ils ne sont de toute façon pas intéressés par la participation européenne. Dans ce cas, peu importe ce que les Russes et les Américains décident, peu importe comment les États-Unis veulent, eh bien Trump appelle ça MAGA, vous savez. Peu importe comment les États-Unis veulent préserver leur image et peut-être tenter de restaurer une certaine sensibilité économique à l'intérieur des États-Unis, qui est principalement leur base industrielle. Je doute qu'ils réussissent, mais vous savez quoi, je pourrais me tromper. Et l'Europe n'est que le matériel. Pendant l'administration Biden, ces soi-disant stratèges, la plupart d'entre eux sont des personnes qui n'ont jamais vu un vrai travail de leur vie, n'en ont jamais occupé un. Ils pensaient qu'à un moment donné, l'Europe serait utilisée comme chair à canon contre la Russie. Mais ensuite, bien sûr, les Russes ne sont pas idiots. Ils ont un état-major général et des personnes et des officiers extrêmement bien éduqués qui font la planification. Et ils ont des chiffres, de vrais chiffres de la vraie économie, de vraies ressources. Et maintenant, quand vous regardez la situation énergétique, il n'y a rien qui se passe dans la civilisation sans énergie. Point final. Il n'y a pas d'industrie, pas de développement. L'Europe n'a rien. À moins, bien sûr, que les États-Unis veuillent vendre, ce qu'ils font déjà à 3 fois le prix, tout ce gaz naturel et ce pétrole. Et donc, en conséquence, nous avons ce que nous avons. L'Europe devient sans importance. Elle deviendra aussi beaucoup plus pauvre. Cela se produit déjà, surtout quand vous regardez l'Allemagne. Eh bien, la France est un pays poubelle maintenant. Surtout pour les gens qui vont à Paris ou Marseille. Ils sont choqués par ce qu'ils voient. Et cette tendance va continuer. Cela ne peut pas être inversé, car les Européens continueront. Les gens ici, vous savez, disent constamment « Oh oui, ils ont voté pour l'AfD, vous savez, en Allemagne. » Et alors? Mais si vous rassemblez tous ces partis mondialistes, de l'Union chrétienne démocrate à tout ce qu'ils ont d'autre, ils constituent toujours une majorité de personnes. Les Français ont réélu Macron,
avec des résultats dévastateurs pour Marine Le Pen. Il n'a pas seulement gagné, il l'a écrasé dans les sondages. Donc au final, quelqu'un doit payer, comme les Russes l'ont fait dans les années 90. Vous payez le prix. Les Européens ne l'ont pas fait. Ils commencent donc maintenant à payer le prix. Le Kremlin comprend clairement cela. Et c'est pourquoi vous voyez un éloignement très notable de Moscou et des dirigeants politiques de l'Europe. Les Russes ne veulent plus traiter avec l'Europe. Point final. Ils doivent traiter avec les États-Unis. Les États-Unis restent toujours la superpuissance économique et militaire, bien que moins impressionnante qu'elle ne l'était. Mais malgré tout, il faut composer avec elle. Il y a beaucoup d'armes nucléaires, et il existe différents types d'approches pour la configuration de la sécurité, surtout entre superpuissances nucléaires, qui peuvent anéantir le monde plusieurs fois. Ils doivent donc communiquer. Ils doivent trouver un modus vivendi. Les Russes ouvrent leurs bras aux Européens normaux, qui tiennent aux valeurs traditionnelles et qui valorisent leurs racines chrétiennes de la civilisation européenne. Mais, vous savez, beaucoup de gens l'ont manqué il y a environ 3 mois, je pense, peut-être 4. Le patriarche de Russie. Il a exprimé son point de vue, affirmant que nous faisons toujours partie de la civilisation européenne. C'est juste qu'aujourd'hui, l'Europe n'est plus l'Europe. Donc presque, vous savez, avec cette célèbre remarque sur le fait qu'il y aura, vous savez, 2 Roms, la Russie étant la 3e, je veux dire, Moscou est la 3e, et il n'y en aura pas de 4e. C'est juste en regardant cela, mon Dieu. C'est un peu correct maintenant, vous savez. Et c'est ce que nous avons. Nous assistons à un changement géopolitique d'une ampleur tectonique que je n'ai jamais vu auparavant. Je pensais que l'effondrement de l'Union soviétique, que j'ai à peine survécu, était quelque chose de spécial. Mon Dieu, ce que nous avons maintenant, c'est littéralement un bouleversement mondial. C'est ce que nous observons. Je pense qu'un fait souvent négligé en Europe est à quel point la Russie s'est éloignée maintenant. Je veux dire, au cours de la dernière décennie, la Russie a manifestement intensifié la réorganisation de son économie et de ses partenariats politiques, s'éloignant davantage de l'Europe et se liant davantage avec l'Est. Comme vous l'avez mentionné, ce que montrent les sondages maintenant, c'est que l'identité des Russes est telle qu'ils ne se considèrent plus autant comme Européens. C'est quelque chose dont les Russes parlaient au XIXe siècle, l'idée de se tourner vers l'Est avec des Européens ingrats, comme cela a été écrit. Je travaillais comme professeur à la Higher School of Economics, Vyshka, et je me souviens de nos étudiants. Ils apprenaient tous des langues asiatiques, soit le japonais, le chinois ou le coréen. Cela prépare vraiment à ce nouveau monde, je suppose, post-européen. Et je pense que c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, qu'une fois cette guerre terminée, l'idée que l'Europe puisse imposer toutes les conditions pour rétablir les relations avec la Russie, l'idée que la Russie ne veuille plus rien avoir à faire avec l'Europe, et pas seulement à cause de la guerre, mais d'un mépris général. Et je pense que même maintenant, on le voit depuis les États-Unis. Bien sûr, J.D. Vance en étant l'incarnation, mais clairement, c'est un mépris plus large. Oui, J.D. a raison. Vous savez quoi, les États-Unis ont une déclaration des droits, d'accord? Quoi qu'il arrive aux États-Unis, cela pourrait se désintégrer à la fin. Nous ne savons pas. Cela pourrait arriver. Et c'est, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, pas le pouvoir qu'il était autrefois, ou du moins prétendait être. Je veux dire, il y avait évidemment les années 70 et le sommet du développement industriel, mais depuis, c'était constamment, vous savez, la descente. Mais il y a une constitution américaine et une déclaration des droits. Vous ne pouvez tout simplement pas l'éviter. Vous pouvez essayer, mais à la fin, vous devez faire face aux conséquences législatives de cela. L'Europe ne l'a pas. Toutes ces déclarations sur « oh oui,
Nous avons la liberté d'expression, sont absolument dénuées de sens. Elles ne sont soutenues par aucun acte de leur, quelle que soit la législation. Et par conséquent, regardez ça. Nous avons quoi? Et ce n'est pas pour dire que Marine Le Pen est en quelque sorte, vous savez, elle est aussi mondialiste que Macron. C'est un animal politique. Elle dirait et ferait tout ce qui est nécessaire pour être élue. Mais le point est, oui, ils l'ont mise en prison. Regardez Georgescu. Alors Bruxelles est intervenue, ça devient 1984, le Royaume-Uni est parti depuis longtemps, ça devient une nation du tiers-monde. Ils sont sur le point de perdre la dernière usine métallurgique. Et c'est une nation du G7 sans industrie métallurgique. Comment se fait-il? Comment ça peut-il être? Je veux dire, c'est incroyable. Oh, ils vendent des dérivés. Ils sont bons, vous savez. Alors comment eh bien, les Pays-Bas comptent évidemment la prostitution et le trafic de drogue comme partie du PIB. Voilà ce que l'Europe est devenue. Et c'est un spectacle de monstres. Et oui, les Russes aiment ce qu'ils ont maintenant. Vous savez, ces libertés et un niveau de vie décent. Sans les guerres et l'ingérence occidentale, les Russes reconnaissent la chose la plus importante. Le monde aurait été encore meilleur. En fin de compte, c'est le résultat économique, vous savez. Et quand ils vont à Paris, ou même certains Américains, je sais que le juge Napolitano récemment, quand il est allé à Moscou, il a été stupéfait. Et encore, ce n'est pas seulement Moscou, c'est à peu près toutes les grandes villes russes. Elles semblent propres, sûres, modernes, et des choses de cette nature. Les gens commencent à l'apprendre. L'information voyage extrêmement vite aujourd'hui. YouTube, nous communiquons via Internet. Il y avait des moments où vous aviez des pigeons voyageurs. Vous savez, attendant la réponse pendant plusieurs jours au moins. Nous avons donc une communication instantanée et beaucoup de gens parlent depuis différents pays. Vous regardez les forums de discussion ou mon blog par exemple. Du monde entier, des gens, du Brésil à l'Europe, en passant par, vous savez, les Britanniques, les Français, les Russes, ils communiquent tous, ils discutent en quelque sorte. Et c'est très important, vous savez. Donc, peut-être que c'est un des facteurs que nous ne devrions pas écarter si facilement. Parce qu'en fin de compte, il y a encore beaucoup de communication au niveau de la population. Mais les Russes, vous avez tout à fait raison, ne veulent pas être associés à l'Europe moderne, tout en conservant, bien sûr, une perspective culturelle qui est définitivement européenne, sans aucun doute. Ma dernière question est peut-être très brève. Comment voyez-vous la volonté de la Russie de faire des compromis? Maintenant, évidemment, l'absence de l'OTAN est gravée dans le marbre. Mais en ce qui concerne la démilitarisation de l'Ukraine ou le changement de régime, voyez-vous Je suppose que si les Russes devaient faire un compromis ou pouvaient être attirés par exemple, une offre de recréer l'architecture de sécurité européenne, où pensez-vous que cela serait possible? Serait-ce les frontières territoriales, administratives? Comment pensez-vous, où voyez-vous des compromis possibles? Je ne vois pas ces types de compromis se faire facilement. Je ne pense pas que les Russes soient prêts à en parler. Et n'oubliez pas, tout au long de cette opération militaire spéciale, au cours des 3 dernières années, même leurs objectifs militaires et politiques, ont quelque peu changé. Ils ont évolué, évidemment, au fur et à mesure que les choses progressaient. Par exemple, vous n'entendez plus Vladimir Poutine ou quiconque du Conseil de sécurité russe prononcer une phrase telle que « ce sont des peuples frères ». Pour les Russes, ils ne le sont pas. Les Russes n'aiment pas les Ukrainiens. C'est fini. Tout cela, après les atrocités et ce qu'ils ont fait, ils continuent. Londres, en particulier, alimente l'activité terroriste en Russie. Une grande partie est dirigée par le GUR, qui est bien sûr celui de M. Boudanov, des forces armées ukrainiennes.
Les Russes en sont bien conscients. Donc, quand littéralement l'Europe est derrière cela, et les États-Unis, quel genre de relation attendez-vous? Les Russes ne font pas confiance. Cependant, je crois qu'il pourrait y avoir une sortie, si vous le souhaitez, politiquement, de sorte que, d'accord, nous convenons d'un certain type de compromis politique maintenant, mais ce sera un compromis très temporaire jusqu'à ce que, purement sur un type d'arrangement diplomatique et de droit international, il sera inévitable que l'Ukraine soit complètement brisée, avec Kiev et quelques oblasts autour restant l'Ukraine. Mais finalement, nous savons qu'Odessa et Nikolaïev déclareront leur indépendance à peu près de la même manière que cela a été fait avec les républiques du Donbass. Et puis, bien sûr, les Russes joueront diplomatiquement pour ne pas humilier immédiatement les États-Unis. Et c'est le seul point aujourd'hui. Comment les États-Unis peuvent éviter une humiliation totale? Et c'est l'essentiel. C'est pourquoi les Russes et les Américains se parlent. Vous savez, comme cela a déjà été dit, la seule chose tangible que la Russie peut offrir aux États-Unis en ce moment est de sauver quelque peu la face. Comment cela se passera, je ne sais pas. Évidemment, le Kremlin le sait bien mieux que moi. Je suis juste un ancien militaire qui observe la configuration de la ligne de front et ce qui s'y passe au niveau opérationnel. Les guerres ne se gagnent pas tactiquement. Elles se gagnent au niveau opérationnel et stratégique. Et la victoire au niveau opérationnel et stratégique a déjà été obtenue. Et comme je le dis, depuis environ 1 an, c'est une phase d'arrangement. Il était clair qu'à un moment donné, Trump voudrait parler. Est-il authentique, sincère? Il n'est pas très bon en guerre, disons-le ainsi, en politique étrangère. Mais au moins, il essaie de sauver les États-Unis, ce qu'il est censé faire. Il est le président des États-Unis. Mais il est impossible de les sauver de la manière dont il le souhaite. C'est tout simplement impossible. Point final. Et c'est pourquoi le président de la Russie, combien de fois doit-il le dire, tant que les causes profondes ne sont pas éliminées, il n'y aura pas de compromis. Et c'est ça qui est drôle. Et je comprends que pour vous, en tant qu'Européens, ce n'est probablement pas agréable à entendre. Mais l'Europe, ça n'a pas d'importance ici. Il s'agit de 2 grands chiens. Et l'Europe a perdu. Elle a beaucoup perdu. Je veux dire, si vous y réfléchissez, et surtout après ce qu'ils faisaient, ils sont devenus encore plus fous et déséquilibrés que même les États-Unis. Et les Russes ne veulent pas traiter avec l'Europe. Andrei Martianov, merci beaucoup pour votre temps. C'était très intéressant d'avoir votre point de vue. Donc, oui, merci encore pour votre temps.